Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Au Cameroun, après le départ de AES Corporation, l'exploitation et la distribution de l'énergie électrique a été confiée au groupe britannique Actis, un changement qui suscite beaucoup d'attentes au sein de la population. Mettre l'eau au cœur de l'agenda de développement post-2015, c'est le thème de la 5e semaine africaine de l'eau qui se déroule actuellement au Sénégal. Une rencontre qui réunit pas moins de 1000 participants. Et puis, le football burkinabé connaît des difficultés en cause des contraintes d'organisation qui plombent, selon certains spécialistes, la dynamique engagée par la nouvelle génération de professionnels du secteur. Mais tout d'abord, attentat contre le ministre de l'Intérieur en Tunisie. Il a été perpétré dans la nuit de mardi à mercredi par un groupe armé à Kasserine, ville du centre du pays. L'attaque visait le domicile du ministre de l'Intérieur, Lofti Ben Djedou. Ce dernier ne se trouvait pas sur les lieux, mais 4 policiers y ont perdu la vie. Une journée de deuil national a été décrétée. On écoute Mohamed Ali Haroui, porte-parole du ministère de l'Intérieur. On va continuer de lutter contre le terrorisme. Vous savez qu'on est en guerre contre le terrorisme. À peu près après la révolution, on est totalement en guerre contre le terrorisme. On a beaucoup d'actions qui étaient qu'on l'a gagné, comme Rawet, comme Ain Nassim, comme la dernière exploit contre certains terrorismes qui ont été son départ par la Libye pour faire des explosions dans certains gouvernorats de Tunis et l'ont essayé d'assassiner quelques politiciens. On peut dire qu'on est dans le bon chemin, mais parfois, la guerre contre le terrorisme, il y a des victimes. Comme vous savez, c'est un danger pour la Tunisie parce qu'on est à peu près 500 km de frontière avec la Libye et on est quelques terroristes qui sont cachés dans la Libye. Le gouvernement camerounais a signé le 23 mai dernier des accords avec Actis dans le secteur de l'énergie électrique. Le groupe britannique a racheté 56% des actions de la Sonel, Société nationale d'électricité. Une annonce qui a suscité beaucoup d'attentes au sein de la population. Voyez ce reportage de notre correspondant Narcisse Nombé. Après le départ du groupe américain AES Corporation, le gouvernement camerounais confie l'exploitation et la distribution de l'énergie électrique au groupe britannique Actis. Les accords entre les deux parties ont été signés le 23 mai dernier à Yaoundé. Le nouveau venu a racheté la part détenue par AES Corporation, soit 56% du capital de la Sonel, la Société nationale d'électricité. Actis est déjà présent dans d'autres pays africains tels que la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Son arrivée au Cameroun, dans un contexte marqué par les délestages, suscite de nombreuses réactions au sein des populations. Bon, nous attendons d'Actis que Actis essaie d'améliorer le service par rapport à AES Sonel qui passait tout le temps à laisser le Camerounais dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Qui travaille véritablement, qui nous apporte un réel changement. Parce qu'avec AES Sonel, nous avons enregistré beaucoup de dommages dans nos domiciles, dans nos ménages. Et ce n'est vraiment pas gai. AES Sonel, Actis, c'est la même chose. Pour moi, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Donc je n'attends rien. Nous, on n'attend rien de ce genre de fonds d'investissement. Pour la Ligue camerounaise des consommateurs, il est temps que l'État reprenne le contrôle du secteur de l'énergie électrique. Nous, les consommateurs camerounais, nous militons pour la nationalisation de la compagnie d'électricité. Ça ne sert à rien de toujours vendre notre entreprise à un prix parfois symbolique à des gens qui n'ont pas la capacité requise pour pouvoir combattre efficacement le délestage et surtout permettre à ce que les consommateurs puissent avoir un service de qualité. Actis s'est engagé à poursuivre les travaux d'amélioration du réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun et à conserver le personnel en place à qui il cédera 5% du capital de l'entreprise. La 5e semaine africaine de l'eau se déroule actuellement à Dakar, au Sénégal, à l'occasion pour les participants de plancher sur les mécanismes à mettre en place pour une meilleure gestion de l'or bleu. Reportage de notre correspondant El Adjinjaï. Comment parvenir à l'autosuffisance en eau potable, un des piliers des objectifs du millénaire pour le développement. Pour y répondre, différents mécanismes de gestion des bassins d'eau sont envisagés. Certains pays comme le Bénin font partie des 19 pays
qui vont atteindre les OMD en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Et si nous avons réussi dans le secteur de l'eau, il nous reste beaucoup à faire dans le secteur de l'assainissement, dans les eaux usées et les SRETA. Et donc nous sommes venus apprendre, partager nos expériences. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes partis des réformes, puisqu'il faut faire des réformes, il faut changer de paradigme. Il faut mobiliser les ressources et puis travailler sur l'équité, l'accès universel. L'Afrique possède des ressources inestimables. Le continent détient 9% des ressources en eau de la planète. Cette apparente abondance cache pourtant une répartition très inégale des ressources. L'or bleu est mal géré et à cela s'ajoutent les questions d'assainissement. Donc, je sais qu'au Sénégal, particulièrement, je crois que l'accent devrait être mis sur la qualité de l'eau, parce que dans certaines régions, la qualité laisse à désirer, et que bon, l'effort doit être porté à ce niveau. La deuxième, c'est qu'il y a des aspects qui sont souvent un peu laissés en rade, telle la formation surtout des gens qui doivent assurer l'entretien, les petits qui sont au ras du sol. L'eau reste une ressource précieuse sur le continent. Pour les autorités qui ambitionnent l'autosuffisance en eau potable, c'est une priorité d'allouer des budgets conséquents de cette ressource. En Afrique, il faut aller au-delà de cela. Il faut voter des lois qui vont dans le sens, en tout cas, de garantir ce droit-là à l'eau potable et à l'assainissement. Vous savez que l'assainissement, nous sommes très en retard par rapport à l'assainissement, très en retard depuis longtemps parce qu'on a toujours négligé l'assainissement. Mais nous pensons que maintenant, l'assainissement doit aller de pair avec l'eau potable. La 5e semaine de l'eau à Dakar a pour objectif ambitieux d'accélérer le programme de développement des ressources hydriques. Elle vise notamment à valoriser la question de l'eau en Afrique et servir de mettre l'accent sur la vision africaine de l'eau pour 2025. Le Conseil économique et social des Nations Unies tient depuis ce mardi 27 mai un forum pour examiner les défis et les opportunités pour l'avenir durable des villes. À l'occasion également pour l'Organisation des Nations Unies de rappeler ses priorités. Ibrahim Ndiaye. Comment les politiques d'urbanisation peuvent-elles promouvoir l'intégration des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable? C'est la question à laquelle le Conseil économique et social des Nations Unies et ses partenaires tentent de répondre depuis ce mardi à New York. En effet, 6,3 milliards de personnes devraient vivre dans des zones urbaines d'ici 2050, des villes qui sont des centres d'accès à l'éducation, l'innovation technique et la croissance économique. Elles sont cependant victimes de leur succès et devront relever plusieurs défis, notamment environnementaux, afin d'être à l'avant-garde du développement durable. Aujourd'hui, nous faisons un pas vers l'exploitation de la puissance de l'urbanisation pour le développement durable. C'est au cœur de la réalisation de 3 priorités interdépendantes des Nations Unies pour l'année 2015. Premièrement, pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Deuxièmement, pour façonner une vision ambitieuse à long terme pour le développement. Et troisièmement, pour adopter un nouvel accord mondial sur le climat. Les villes où vit la moitié de la population mondiale sont responsables de la pollution. On y dénombre de nombreux mots que les décideurs politiques veulent maîtriser et transformer en facteurs de développement. L'urbanisation peut aider à réduire durablement la pauvreté d'une manière considérable qu'aucun autre facteur ne peut réaliser. La croissance sans une urbanisation planifiée est en revanche une recette pour l'inégalité. Ainsi, le choix n'est pas d'urbaniser ou pas. La question est de savoir si nous gérons bien cette urbanisation et que nous obtenons ensemble, avec nos citoyens, les meilleurs avantages possibles. 50% de la population mondiale vit dans des zones urbaines aujourd'hui. En 2050, elles seront environ 70%. Placer l'urbanisation durable au cœur du développement est donc une priorité pour les acteurs politiques et économiques. Ce sommet des Nations Unies sur l'urbanisation qui ferme ses portes ce jeudi 29 mai à New York sera sans doute un rendez-vous parmi une longue série d'initiatives qui va dans ce sens. Le football burkinabé se porte mal. En effet, depuis la CAN 2013 en Afrique du Sud, où les étalons ont fini à 2e, la sélection nationale n'a plus montré d'efficacité. Aucune victoire éclatante, des matchs en deçà des attentes. Et il en est de même au niveau des clubs de football et des centres de formation. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. La performance remarquable des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations 2013 n'a apporté qu'une joie éphémère. Une coupe qu'elle a jouée jusqu'à la finale et perdue in extremis.
Après cette montée, les défaites s'enchaînent. Les vice-champions d'Afrique ne participeront pas, par exemple, au Mondial 2014 au Brésil. Il en est de même pour l'équipe nationale junior. Elle n'ira pas à la CAN de sa catégorie au Sénégal l'an prochain. Mais somme toute, la confiance demeure toujours chez certains supporters qui affichent un optimisme pour des victoires prochaines. Pendant longtemps, les salons seniors n'ont pas fait de victoire sur le plan international. Mais depuis 1996, avec la CAN qui a eu lieu en Afrique du Sud, les salons seniors ont progressivement monté. Donc c'est pour dire qu'avec un peu plus de travail, de la même manière que les salons seniors ont pu s'organiser et gagner en efficacité, et les talents juniors peuvent également arriver. Si l'on s'accorde à croire que la difficulté majeure des sélections nationales réside dans le manque organisationnel des structures de gestion, un autre constat se dégage. C'est celui lié aux effectifs de ces sélections nationales. Pour les observateurs, il est plus qu'urgent que les clubs s'investissent plus dans la redynamisation de la sélection nationale. Le problème fondamental du football burkinabé, c'est son organisation. Voilà un football qui a un grand potentiel, comme tous les autres footballs africains, mais qui souffre de son organisation. Vous prenez les clubs burkinabés sont en dehors de la formation. C'est le seul football où les clubs ne participent pas tous aux compétitions des jeunes. Mais des centres de formation qui évoluent en dehors des clubs ne peuvent pas faire progresser un football. Pour certains spécialistes, il faut une synergie d'action entre les clubs et les centres de formation pour propulser la dynamique déjà engagée par cette nouvelle génération. Rappelons que le premier club burkinabé, Bobo Sport, fut créé en 1947. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.